Madame la présidente de l'UNAPEI, chère Christelle Prado, Monsieur le maire de Colmar, Madame la sénatrice, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de l'URAPEI Alsace, André Val, Mesdames et Messieurs, j'ai bien sûr tenu à être parmi vous aujourd'hui à Colmar, dans cette belle région de l'Alsace, à l'occasion du congrès annuel de l'UNAPEI, dont le thème cette année plaide pour une société inclusive. Ce congrès, il se tient au lendemain de la conférence nationale du handicap qui avait lieu hier à l'Élysée et qui portait sur cette même ambition, cette exigence collective d'une société plus inclusive. Et je veux vous le dire dès le démarrage de mon propos, c'est à vous, c'est bien au mouvement associatif et aux personnes en situation de handicap elles-mêmes que nous devons cette prise de conscience essentielle qu'agir pour le handicap, c'est agir pour l'ensemble de la société. Votre rôle, il est majeur et il est irremplaçable. La place des personnes en situation de handicap est au cœur de l'action de la politique du handicap. Et c'est bien pour ça que le président de la République a souhaité hier, lors de cette conférence nationale du handicap, qu'il y ait une large place à la parole des personnes en situation de handicap, à leur expertise, pour rendre concret un principe qui m'est personnellement très cher. Ce principe, c'est que rien ne peut, rien ne doit se faire sans les personnes concernées. Alors, au lendemain de cette conférence nationale du handicap, à laquelle, Madame la Présidente, vous avez contribué et participé, je veux ici vous transmettre les messages importants et les mesures annoncées par le Président de la République. Il est vrai que du coup, mon discours sera peut-être un peu long, et je m'en excuse par avance, mais cette conférence a été tellement riche hier que pour moi, il serait extrêmement frustrant de ne pas vous apporter tous ces éléments aujourd'hui. La politique du handicap, vous le savez, elle contribue à la réalisation d'une grande promesse républicaine, celle de l'égalité sous toutes ses formes. Et en ce sens, cette politique, elle mobilise l'ensemble de la nation, au-delà des alternances et au-delà des clivages. La politique du handicap que nous menons, sous l'autorité du président de la République, elle a pour objectif essentiel l'émancipation et la liberté de choix pour les personnes, pour toutes les personnes en situation de handicap. Parce que l'émancipation et la liberté de choix, c'est finalement le but, l'objectif, la finalité de ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Si tout est accessible tout le temps, oui, on peut effectivement avoir le choix. Et la compensation et la réponse accompagnée sont les deux conditions de la participation sociale. Ce sont les piliers de notre action. C'est l'ambition aussi que nous partageons, tous ici, j'en suis sûre. Et l'émancipation, la liberté de choix doivent bien être garanties pour toutes les personnes. Personne ne doit rester au bord du chemin. Et je sais, Madame la Présidente, que vous y êtes extrêmement attentive également. Et je veux dire aussi qu'il y a un temps qui est définitivement terminé. C'est celui où il y avait d'un côté l'ensemble de la société, et puis de l'autre, le handicap, les personnes handicapées. C'est une vision d'un autre temps, et ce n'est plus la vision que nous avons. L'action du gouvernement, mon action, elle s'inscrit dans cette prise de conscience qui a été promue, il faut être clair, par la loi de février 2005. Et depuis cette loi, oui, le handicap est l'affaire de tous, l'affaire de toute la société. C'est bien pour cela que le président de la République a souhaité que cette conférence nationale du handicap se fixe pour exigence de rendre notre société encore plus inclusive. Alors, comment faire ? Rendre l'ensemble de la société plus accueillante, c'est d'abord faire changer le regard porté sur le handicap, sur la différence. Le handicap, bien sûr, ça ne résume pas une personne. Ça ne résume pas une personne dans toute sa singularité, dans toutes ses aspirations, dans tous ses projets. Les personnes en situation de handicap vivent des difficultés importantes au quotidien et la politique du handicap que nous menons vise à lever les obstacles
garantir l'accès aux droits, garantir des réponses concrètes aux attentes, aux besoins, aux problèmes quotidiens. Changer le regard, c'est aussi faire de la question du handicap un terrain d'innovation sociale. Oui, la politique du handicap, c'est une politique moderne d'innovation sociale. Et vous en êtes d'ailleurs, vous avez parlé d'innovation les uns et les autres. C'est un levier de progrès pour tous. Par exemple, quand dans l'espace public, quand l'espace public devient accessible ou quand un bâtiment devient accessible, eh bien souvent, c'est l'ensemble de la population qui dit « Ah ben oui, c'est beaucoup plus pratique comme ça. » Oui. Et on voit bien que c'est un levier de progrès pour tous. Quand une innovation technique ou technologique bénéficie, au départ est créée pour des personnes en situation de handicap, et puis en réalité, on s'aperçoit que ça apporte du progrès pour tous parce que ça améliore d'autres situations de vie quotidienne. Oui, c'est un progrès pour tous et ça concerne bien tout le monde. Changer le regard, c'est aussi permettre que les enfants et les adultes en situation de handicap, comme tout le monde, aient accès à l'école, aient accès aux études supérieures, aient accès à la formation professionnelle, aient accès au monde du travail, à un logement, aux loisirs, au sport, à la culture. Alors bien sûr, pour cela, il faut rendre accessibles les bâtiments, les transports, mais il faut aussi, et c'est indispensable, développer les accompagnements nécessaires. La Conférence nationale du handicap d'hier a été l'occasion de faire le bilan des engagements pris, avec des objectifs tenus, d'autres qui restent à consolider, et bien sûr, toujours de nouvelles avancées à faire. Nous menons une action déterminée, mais je dois dire que nous restons humbles face au progrès que nous avons encore collectivement à faire. L'engagement de l'État est d'agir sur tous les fronts pour ne laisser aucune personne en situation de handicap sans solution. Vous le savez, c'est notre devoir collectif, parce qu'il n'y a pas une réponse unique. Il y a des réponses sur mesure, adaptées aux attentes et aux besoins de chacun. Bien sûr, je parle ici de la réponse accompagnée pour tous, qui est vraiment la colonne vertébrale de l'action que je mène. Donner les moyens de l'émancipation de la liberté de choix. Je l'ai dit, c'est d'abord rendre la société accessible, l'accessibilité sous toutes ses formes. Lieux publics, écoles, emploi, logement. Ces trois thèmes, ils ont été abordés hier en présence de mes collègues ministres, la ministre du Logement, la ministre du Travail, de la Formation professionnelle et la ministre de l'Éducation nationale. Je veux dire un mot sur l'accessibilité des lieux publics, même parce que je veux simplement vous donner quelques chiffres. Vous savez que l'objectif avait été fixé par la loi de 2005. L'ordonnance d'août 2015 a défini une méthode et des modalités précises avec les agendas d'accessibilité programmés. Et je vous dois des comptes, comme à l'ensemble de la population. Au 1er mai 2016, sur 1 million d'établissements recevant du public en France, vous savez qu'il y en avait 300 000 qui étaient déjà accessibles au 1er janvier 2015. Donc au 1er mai 2016, presque 500 000 sont entrés dans la démarche des agendas d'accessibilité programmés. Et sur ces 500 000, il y en a 300 000 qui ont programmé des travaux dans un délai inférieur à 3 ans. Si vous faites le calcul, il en reste environ 200 000 qui ne sont pas encore entrés dans la démarche, qui devront le faire rapidement. Et je vous informe que le décret sur les sanctions vient d'être publié au journal officiel. Pour le suivi de cette accessibilité, le président de la République a souhaité que soit confiée une mission à la sénatrice Claire-Lise Campion pour procéder donc au suivi du dispositif. C'était déjà Claire-Lise Campion qui avait mené la concertation en amont. L'accessibilité. Bien sûr, je vais parler d'école. Vous le savez, c'est notre priorité. Actuellement, 280 000 élèves en situation de handicap sont accueillis à l'école de la République. C'est un tiers de plus qu'à la rentrée 2011. Mais bien sûr, il nous faut aller plus loin. La mobilisation des 85 000 auxiliaires de vie scolaire est essentielle.
Leur rôle est désormais reconnu. Et hier, le président de la République a annoncé la pérennisation de tous les contrats aidés d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ça commencera dès la rentrée 2016. À terme, ce seront donc 50 000 personnes qui jusqu'à présent étaient en contrat aidé et qui seront en contrat à l'Éducation nationale, 50 000 accompagnants qui seront pérennisés dans leur mission avec une plus grande continuité d'intervention auprès des élèves et de véritables perspectives professionnelles pour les salariés exerçant ces missions. Ces perspectives professionnelles sont d'autant plus permises que cette transformation de contrats précaires en contrats pérennes correspond dans le temps à la mise en œuvre du nouveau diplôme de niveau 5 qui ouvre à cette rentrée, ce diplôme d'accompagnant éducatif et social qui prévoit 3 spécialisations, dont l'une porte justement sur l'éducation inclusive. Après l'école, nous devons aussi inventer et promouvoir l'emploi accompagné. C'est ce que nous faisons avec le projet de loi travail porté par ma collègue Myriam El Khomri. Ce projet prévoit d'apporter un soutien adapté tant aux salariés en situation de handicap qu'à leur employeur, à tout moment du parcours professionnel, lors d'une recherche d'emploi, en cas de difficulté qui pourrait compromettre le maintien dans l'emploi du salarié. C'est une réelle innovation que beaucoup d'entre vous ici ont souhaité. Ce dispositif sera porté à la fois par le service public de l'emploi et ses partenaires, mais aussi par les ESAT. Et pour soutenir le développement de l'emploi accompagné, il sera prévu une enveloppe supplémentaire de 5 millions d'euros qui visera précisément à soutenir les projets locaux d'emploi accompagné. Vous savez qu'il y en a déjà un certain nombre qui se développent, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de financement fléché. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des associations, des établissements, des services médico-sociaux, dont les ESAT, pour développer ces dispositifs d'emploi accompagné. Bien sûr, soutenir l'accès à l'emploi, c'est aussi accentuer l'effort collectif de formation. Et je veux vous dire que le déploiement du compte personnel d'activité, qui sera ouvert à tout actif dès 16 ans, augmentera les droits à formation des personnes les moins qualifiées, avec un crédit de 48 heures par année travaillée. Il facilitera l'accès au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Et donc ce compte, il bénéficiera particulièrement aux personnes en situation de handicap, dont bien sûr les travailleurs en ESAT. Le soutien à ce secteur protégé dont je viens de parler sera également poursuivi, car les ESAT ont besoin d'une modernisation de leur équipement. Ils doivent poursuivre leur évolution vers l'emploi accompagné et les entreprises adaptées ont besoin d'un cadre économique simplifié. Le soutien au pouvoir d'achat des travailleurs disposant de revenus modestes. Vous savez que c'est l'objectif de la nouvelle prime d'activité. Ces règles de calcul seront adaptées au 1er octobre. Pour les personnes percevant l'allocation adulte handicapé, ça avait déjà été dit, mais aussi pour ceux qui perçoivent une rente d'accident du travail ou d'invalidité, afin que leur effort d'activité soit pleinement reconnu. Je précise que c'est à partir du mois d'octobre, mais que pour ceux qui perçoivent l'AAH, ça sera bien rétroactif depuis le 1er janvier 2016. Enfin, je veux en venir à un autre domaine de la vie quotidienne qui est essentiel et que nous avons abordé également hier, c'est celle du logement. Avoir un chez-soi, lorsque c'est le projet, la volonté de la personne. Ça, avoir un chez-soi, c'est bien la base de l'émancipation concrète et de la liberté de choix. Pour qu'on puisse avoir la liberté de choix, il faut bien diversifier les réponses. L'accès au logement s'est enrichi depuis quelques années de formules d'habitat partagé, dans laquelle les personnes peuvent mettre en commun un certain nombre de services. Nous devons résolument lever les derniers obstacles juridiques ou économiques au développement de ces formes de logement accompagné. Il est prévu qu'une convention soit conclue entre l'État et l'Union sociale pour l'habitat pour le développement de l'offre de logement accompagné dans le parc social. Et parallèlement, le président de la République a fixé l'objectif de créer 1500 nouvelles places
par an en pension de famille ou en maison relais, spécifiquement dédiées au handicap. Nous avons par ailleurs beaucoup travaillé à la simplification des procédures administratives afin de faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées. Vous vous souvenez que c'était un des engagements de la Conférence nationale du handicap de 2014, et il y a eu un certain nombre de simplifications qui ont été mises en œuvre, comme par exemple l'allongement de la durée pour la H2 ou la simplification de la procédure de reconnaissance du handicap pour l'accès à l'emploi. Il y a aussi cette simplification très attendue, la carte mobilité inclusion, qui remplacera à compter du 1er janvier 2017 la carte de priorité, la carte d'invalidité, la carte de stationnement. Il y avait 3 cartes, format papier, qui étaient faites de façon très artisanale, parce que il n'y avait pas d'autres systèmes disponibles. Désormais, ça sera les mêmes droits, mais un seul document, sécurisé, format, vous savez, toutes les cartes, comme la carte bleue, et le délai de délivrance sera évidemment considérablement raccourci. La simplification, bien sûr, elle concerne aussi le recours au droit et l'accès à l'information. Et le délai de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, cette fois de type 1, c'est-à-dire en particulier pour les allocataires dont le taux d'incapacité est supérieur à 80%, sera allongé. C'est-à-dire que dans certains cas, on se demande pourquoi il faut recommencer la demande tous les 10 ans, quand on sait que ça ne bougera pas forcément. Et cette simplification, je sais qu'elle est attendue depuis longtemps. Et c'est vrai que ça fait partie des propositions. Vous savez, il y a un député, Christophe Sirugue, qui a proposé un certain nombre de simplifications de manière générale dans le système social. Et ça m'a bien arrangé, ça m'a bien aidé qu'il y ait cette proposition dans son rapport, parce que comme ça, on était plusieurs à le dire. Et donc, eh bien, nous le ferons. Nous allons le faire d'ici la fin de l'année. Il faut simplement qu'on travaille, évidemment, avec vous tous, avec l'ensemble des partenaires concernés aux modalités, puisqu'il faut définir pour qui est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça peut être définitif, est-ce que ça peut être 20 ans, 30 ans. Voilà, il y a toutes les modalités à déterminer. Mais je pense que c'est une petite chose, mais importante. Voici quelques-unes donc des différentes priorités sur lesquelles le président de la République a insisté hier pour faire progresser l'accessibilité universelle. Mais bien sûr, j'en viens maintenant au secteur médico-social. Parce que pour créer les conditions, pour donner les moyens de l'émancipation et d'une pleine participation, eh bien sûr, le médico-social, le secteur médico-social a une place essentielle. Il est au cœur des réponses pour garantir aux personnes en situation de handicap cette pleine participation. Le secteur médico-social, c'est bien le moyen essentiel de la compensation et de l'accompagnement, accompagnement tout au long de la vie, qui est notre devoir collectif. Alors, vous le savez, et Madame la Présidente, vous en avez parlé, nous avons engagé de nombreuses réformes pour conforter cette mission essentielle du secteur médico-social, le 3e plan autisme. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet le 21 avril dernier lors du Comité national de suivi du plan autisme. Il reste encore beaucoup à faire. Il reste à renforcer l'égalité d'accès des enfants à des diagnostics précoces et de qualité, à mieux garantir les bonnes pratiques de prise en charge pluridisciplinaire pour les enfants comme pour les adultes, à développer des parcours diversifiés de scolarisation, à accroître l'offre d'accompagnement médico-social pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il ne faut pas oublier les adultes. Et c'est pourquoi le président de la République m'a demandé de préparer dans les meilleurs délais, sur la base de l'évaluation du 3e plan autisme, qui est encore en cours, un 4e plan. Ce 4e plan, il sera construit bien sûr avec et autour des personnes autistes, des enfants, des adultes, mais aussi de leurs familles, dans le souci constant de travailler tous ensemble, en prenant en compte l'avancée des connaissances, les bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé et de l'ANESM, et l'évaluation des interventions. Ce 4e plan, bien sûr, il rassemblera toutes celles et tous ceux qui font des bonnes pratiques
des connaissances scientifiques internationales, le fondement de leur action, des interventions, de l'accompagnement des enfants et des adultes vivant avec des troubles du spectre autistique. Je veux d'ailleurs vous dire, puisque je suis aujourd'hui dans ce département, j'ai rencontré ce matin des parents, aux côtés de professionnels, à la fois du secteur sanitaire et d'un établissement médico-social, qui ont mutualisé leurs compétences, qui ont travaillé ensemble pour développer une plateforme pluridisciplinaire d'intervention conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'ANESM. C'est vraiment comme cela qu'il faut travailler, c'est cela qu'il faut faire, parce que ça commence évidemment par l'école dès le plus jeune âge, et c'est bien ce que nous faisons. Cette plateforme ici, elle verra le jour à la rentrée. C'est des enfants qui pourront bénéficier d'interventions précoces selon les recommandations en lien avec l'éducation nationale, et c'est une très bonne chose. C'est aussi pour mieux prendre en compte les expériences et rassembler les compétences utiles dans le domaine de l'insertion professionnelle des adultes avec autisme que j'ai confié à Joseph Chovanec une mission sur l'insertion professionnelle et la participation sociale des adultes avec autisme. C'était un des points faibles des 3 premiers plans. Il est temps d'y remédier et donc Joseph Chovanec m'apportera des éléments que nous pourrons intégrer au 4e plan autisme. Alors, il y a l'autisme, mais il y a aussi, plus globalement, le secteur médico-social et tous les types de handicap. Le secteur médico-social, il évolue en permanence. Et il est temps aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle étape. Le président de la République a fixé 2 priorités essentielles à cette évolution. D'abord, il faut confirmer, renforcer ce que j'ai appelé le virage inclusif des établissements et des services médico-sociaux. Avec ces établissements et ces services médico-sociaux, nous avons une force. Nous avons des compétences remarquables. Et toutes ces compétences, elles doivent être au service de l'éducation inclusive, de l'emploi, du logement, de la participation sociale. Et la seconde priorité, c'est de répondre aux besoins quotidiens des personnes qui nécessitent une attention toute particulière, et ce, à tous les âges de la vie. Afin de soutenir... Quand je dis les personnes qui nécessitent une attention toute particulière, je pense en particulier au polyhandicap, mais j'y reviendrai un peu plus loin dans mon discours. Afin de soutenir les réformes déjà engagées qui vont dans ce sens, le président de la République a décidé de consacrer 240 millions d'euros supplémentaires au secteur médico-social. Cette stratégie pluriannuelle permettra d'associer les créations de réponses nouvelles et la transformation des modalités actuelles de prise en charge. Et bien sûr, démarrera dès 2017. 180 millions de cette enveloppe seront consacrés sur 5 ans à l'accompagnement des personnes et 60 millions sur 3 ans à un plan d'aide à l'investissement, incluant notamment les ESAT, car la qualité de vie des personnes passe aussi par la qualité de l'environnement d'accueil. Je souhaite qu'avec cet engagement financier important annoncé par le président de la République, les personnes en situation de handicap sans solution ou insuffisamment aidées puissent bénéficier de réponses adaptées à leurs attentes et à leurs besoins. Et le président m'a fixé un objectif clair. Un volet de cette stratégie pluriannuelle devra être consacré au polyhandicap. Parce que vous le savez, le polyhandicap conduit aujourd'hui à des situations qui sont parmi les plus complexes et souvent les plus difficiles pour les familles. Ce plan d'amélioration pour le polyhandicap devra être bien sûr précisé rapidement. Il s'attachera à la fois à la formation des équipes de soins et d'accompagnement, au renforcement des moyens des équipes médico-sociales, à de nouvelles réponses dès le plus jeune âge, mais aussi au soutien des proches, parce que les proches peuvent ressentir bien sûr de l'épuisement. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec toutes les associations impliquées dans le domaine du polyhandicap il y a peu, et j'attacherai une importance particulière à la question des adultes
en situation de polyhandicap. Je sais bien sûr pouvoir compter sur l'ENA-PEI. Je sais pouvoir compter, Madame la Présidente, sur votre engagement et votre action à mes côtés, car nous sommes bien tous, collectivement, au service des personnes. Personne ne doit être laissé sans solution. Parfois, je me répète un peu. C'est bien le sens de la mission que j'ai confiée à Marie-Sophie De Saulles au lendemain de la Conférence nationale du handicap de 2014. Et nous constatons tous que cela bouge dans les départements pionniers qui se sont engagés dans la première phase. Il y en a 24. Les MDPH qui s'engagent dans la démarche d'une réponse accompagnée sont bien sûr en première ligne. Et le président de la République a annoncé ces MDPH qui se sont engagés donc, bénéficieront d'un soutien budgétaire exceptionnel de 8 millions d'euros sur 3 ans pour mieux assurer leur rôle de précurseurs, d'assembleurs, mieux assurer leur mission première, qui est l'aide et la réponse aux demandes des personnes. En plus de cela, un soutien de 15 millions d'euros sera aussi apporté aux maisons départementales du handicap pour la mise en place du nouveau système d'information harmonisé des MDPH, qui permettra enfin de disposer d'une meilleure connaissance des besoins, d'améliorer le suivi des orientations et le parcours des personnes. Parce que vous savez que dans beaucoup de cas, effectivement, il ne peut pas y avoir de suivi des orientations puisque finalement, il n'y a pas de système informatique qui permette de rentrer les données et qui font qu'on peut retrouver une personne et avoir un véritable suivi. Ce système, donc, couplé au système d'information développé par les agences régionales de santé concernant l'offre médico-sociale, eh bien, cela fera donc une capacité d'observation et d'analyse des besoins, une meilleure programmation des réponses. C'est un travail évidemment conjoint entre l'État et les départements. Je sais que l'UNAPEI s'est aussi doté d'un très bel outil, vous en avez parlé, Madame la Présidente. Cet outil, il est complémentaire et il permettra aux établissements et services membres des ADAPEI de contribuer justement à l'observation des besoins des personnes accompagnées, d'adapter les pratiques et faire évoluer l'offre de services de ces différentes structures. D'autres associations sont sur la même voie, en cohérence notamment avec les nomenclatures développées dans le cadre de la réforme à laquelle vous participez. Je veux parler de celle de la tarification Séraphin PH. Dans le domaine du handicap, et souvent porté par des associations comme vous, mais aussi par des entreprises, il y a de nombreuses innovations. Je peux le constater au fur et à mesure de mes déplacements. Parfois, ce sont des innovations dans le domaine du numérique pour les enfants qui ont des troubles cognitifs. Parfois, ce sont des innovations dans le domaine du handicap moteur. Ça peut être toutes sortes d'innovations. Et c'est aussi mon rôle de promouvoir ces innovations techniques, numériques, sociales. Et c'est pour cela que nous avons souhaité lancer un concours innovation et handicap avec le Commissariat général à l'investissement, doté d'une enveloppe prévisionnelle de 2 millions d'euros afin de soutenir ce dynamisme. Alors, j'en viens à la fin de mon propos. Le combat pour l'autonomie, le combat pour l'émancipation, c'est aussi un combat pour le vivre ensemble. Ce combat, il est porté au plus haut niveau de l'État. Mais ce combat, c'est le vôtre. Nous le portons ensemble. La société plus inclusive, c'est une société qui considère les différences comme une partie d'elle-même et qui est aussi attentive aux plus vulnérables. Une société dans laquelle tous ceux et toutes celles qui sont en situation de handicap se savent non seulement soutenus, non seulement aidés, mais aussi reconnus dans leur pleine citoyenneté. Cela doit devenir une habitude dans toutes nos politiques publiques. C'est une exigence collective. Il n'y a pas d'un côté la politique du handicap et puis de l'autre côté le reste des politiques publiques. La politique du handicap est résolument transversale. La France a pris cet engagement au niveau international en ratifiant la Convention des droits des personnes handicapées des Nations Unies. C'est bien le message et le sens profond de cette conférence du handicap et le message essentiel que le président de la République
a souhaité rappeler. Madame la Présidente, vous avez parlé ce matin de votre refus du déterminisme social. Je partage. Nous partageons, bien sûr, au-delà de nos fonctions différentes, au-delà de nos quelques désaccords, parfois, ce combat pour l'émancipation sociale. Et lorsqu'il s'agit des personnes handicapées, nous opposons au silence ou à l'insuffisante considération. Nous opposons l'engagement, la détermination et la force d'agir ensemble. Ce ne sont pas que des mots. Vous vous rappelez, tout au début, quand j'ai pris ces fonctions, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, j'étais venue au congrès de l'UNAPEI et je vous avais dit qu'ensemble, si nous unissions nos forces, nous pouvions déplacer des montagnes. Je suis convaincue que nous sommes en train de déplacer ces montagnes. Parce que cette volonté collective que nous avons de faire que la société devienne plus inclusive, de faire que le regard change vraiment sur les personnes handicapées, eh bien je crois que nous sommes en train de le réaliser. Et il n'y a pas d'un côté les décideurs publics ou les institutions, et puis de l'autre, les associations. Nous avons bien une responsabilité collective et réciproque. C'est donc vraiment ensemble que nous construisons jour après jour cette société. Et à vous tous, je sais, mesdames et messieurs, que je peux compter sur votre engagement au quotidien. Ça a été rappelé, l'engagement bénévole. C'est magnifique, le nombre, les milliers d'heures d'engagement bénévole. Et puis l'engagement des professionnels aussi, parce que ce n'est pas un métier comme les autres. Je sais que je peux compter donc sur cet engagement et sur votre capacité d'innovation qui est immense. En retour, vous pouvez compter sur ma détermination qui est intacte, comme au premier jour, je dirais même encore plus forte. Parce que quand on commence à comprendre que finalement on peut faire changer les choses, vous savez, ça motive. Et vous pouvez aussi compter sur ma disponibilité de tout instant. Vous le savez, ma porte vous est toujours ouverte. C'est souvent pas pour recevoir des compliments, c'est souvent pour des demandes ou pour des discussions franches, mais c'est important. Je crois que c'est comme ça que nous pouvons continuer à avancer ensemble et je crois que nous pouvons encore faire énormément de choses pour améliorer et pour aller vers toujours plus d'émancipation, parce que c'est ça que nous souhaitons tous.